Notre prochain invité, bien, vous le reconnaissez, c'est notre député fédéral, Bernard Généreux. Bonjour. Bon matin. Ça tombe bien que j'ai des problèmes de voix ce matin parce que je vais vous laisser parler pendant les 20 prochaines minutes. Enfin, je vais avoir la parole. Bernard, écoutez, avant de parler de la Chambre des communes, parce que ça a retenu l'attention toute la semaine, ce qui se passe avec le premier ministre Trudeau, d'abord, je vais vous montrer cette photo-là. Vous étiez hier au sol de l'église Saint-Thomas. Absolument. En fait, je ne devais pas y être parce que normalement, je devais être encore à Ottawa. Okay. Mais finalement, j'ai réussi. La Chambre a écourté un peu ses travaux là, de quelques heures mardi après-midi. Ça m'a permis d'aller faire le ménage à mon appartement, puis après ça, m'en venir en toute vitesse. J'avais hâte de revenir à la maison, malgré qu'on a été là juste 2 Alors, c'était le dîner de la FADOC hier à Montmagny, donc vous étiez sur place. Puis je remercie René qui fait un travail exceptionnel. D'ailleurs, René Grégoire ici à Montmagny avec le club FADOC, c'est vraiment une organisatrice née. Puis les gens étaient de bonne humeur au bout, c'est super le fun. Là. On a eu bien du plaisir hier midi. Sans rien enlever aux autres, mais depuis que Mme Grégoire a pris la présidence de la FADOC, ça bouge. Ça bouge. Puis on la salue parce que je sais qu'elle nous regarde. J'ai dit à tout le monde que j'attendais mon cadeau de Justin Trudeau qui annonce sa démission, mais ils l'ont trouvé bien drôle. Là. OK, je me demandais quel cadeau vous aviez de M. Trudeau. Bernard, avant de parler de la Chambre des communes, je veux vous entendre parce que ce serait annoncé, on va le dire au conditionnel, par la ministre des Transports, Mme Guilbeault, aujourd'hui, que la traverse de Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, s'en irait à Cacouna. Il semble que ça soit cané, comme on dit. Il semble que ce soit chose faite, mais on attend l'annonce officielle. Comment vous voyez ça? Vous êtes député quand même de Rivière-du-Loup, là? Ben, écoutez, moi, je me suis prononcé il y a déjà plusieurs années sur le fait que je considérais que la traverse devait rester à Rivière-du-Loup. Le problème d'un problème d'envasement, essentiellement. Donc, pour régler un problème d'envasement, ce que tu peux faire, c'est de rallonger un quai. Donc, c'est quand même des choses qui sont fréquentes. Le quai de Rivière-du-Loup, la traverse, ça fait partie intrinsèque de l'âme, je dirais, de la ville depuis plus de 100 ans. Alors, de prendre cet élément-là puis de l'envoyer ailleurs, je trouvais que c'était un peu particulier, mais il y a un port en eau profonde, avec des gros guillemets, là, c'est plus vraiment un port en eau profonde, en tout cas parce que aussi là-bas, il y a du dragage à faire, parce qu'il y a des sédiments qui s'accumulent dans le port, mais c'est un port commercial. Alors là, il va y avoir un mix, potentiellement, si l'annonce se révèle comme étant ce qu'on pense, la traverse s'en irait à Cacouna, donc ça va nécessiter des investissements qui sont estimés à 600 millions aujourd'hui. On a une belle preuve encore cette semaine, là. Le tunnel Hippolyte-Lafontaine coûte 40 plus cher. Le pont de l'île aux Tourtes coûte 65 plus cher que ce qu'il avait évalué. Alors, on peut imaginer que ça va coûter 1 milliard et plus pour faire des aménagements dans le port de Gros-Cacouna. Mais le port de Gros-Cacouna... Le tramway, c'était 3,3 milliards pour rendre à 7,6. Oui, c'est ça, ça va monter à 10. Là. Mais l'idée, c'est que ces investissements-là se feront pas demain matin. Il faut bien le comprendre. Là. Ça, il va couler encore beaucoup d'eau dans le fleuve avant que ça arrive. Bon. Mais Bernard, comme on a beaucoup de dossiers, je veux rapidement, parce que les cours d'eau appartiennent au fédéral. Oui. Est-ce que, dans le 600 millions, le fédéral investit? Est-ce que vous avez un mot à dire là-dedans? Non. En fait, le port de Gros-Cacouna était à Transport Canada. Il a été relégué, il a été vendu au gouvernement du Québec. Donc, c'est essentiellement cette raison-là est basée sur le fait que le gouvernement du Québec est propriétaire du quai. Du port de Gros-Cacouna. Donc, ça leur donne l'avantage d'être chez eux, de pas être assujettis à d'autres parliers de gouvernement ou à d'autres ententes ailleurs. Bon, il y a toute la question de la protection du beluga qui entre là-dedans. Ils vont donner les raisons aujourd'hui. Je les connais pas, je les ai pas vues, là. J'ai pas vu l'annonce, n'a pas été faite encore. Moi, je suis obligé de dire que je dois faire confiance aux analystes, aux gens qui ont analysé cette situation-là. On est à 7 kilomètres entre les deux. Si on nous avait dit, on enlève la traverse, puis il n'y en a plus. Là, ça aurait été une montée de bouclier absolument épouvantable, incroyable. Mais c'est pas ça, là. On prend une traverse qui était au point A, puis on l'envoie au point B à 7 km plus loin. Parce la que région de Rivière-du-Loup, la MRC, elle reste dans la MRC de Rivière-du-Loup, puisque Cacouna, c'est dans la MRC de Rivière-du-Loup. Bon, je dirais que tout compte fait, c'est un moindre mal, dans la mesure où il y a un port pour l'accueillir en plus, là. Donc, on peut penser que 600 millions, c'est beaucoup d'argent, mais en réalité, s'il a fallu qu'on construise un port, ça aurait coûté encore plus cher. Mais le port existe déjà. En tout cas, tout ça pour dire que moi personnellement, j'aurais aimé mieux que ça demeure à Rivière-du-Loup. Mais le gouvernement du Québec, c'est à eux à expliquer leur décision, puis pour quelles raisons ils l'ont prise.
Bernard, on va faire un petit 5 minutes pour parler de la situation de la Chambre des communes, puis après ça, j'ai des questions à vous poser sur prorogation puis les choix de M. Trudeau. Mais d'abord, comment vous, comme député, dans l'opposition bien sûr, vous avez vécu cette semaine-là? Parce qu'on sait que depuis lundi, là, avec le départ de Mme Freeland, la Chambre des communes est virée à l'envers. Yeah. Expliquez-nous, vous, comme député, comment vous avez vécu ça? Écoutez, un peu comme tout le monde, on avait l'impression d'être dans une basse-cour avec des poules pas de tête. Là. Ça ressemblait à ça. Lundi, à Ottawa, là, c'était complètement incroyable. On sentait une fébrilité que j'avais jamais vécue là, dans la Chambre des communes puis autour de la Chambre des communes. Là. Lundi matin, le premier ministre s'est réveillé à 9h07 le matin. Mm-hmm. En fait, à 9h, le ministre du Logement et de l'Habitation annonçait qu'il se représentait, Sean Fraser annonçait qu'il ne se représentait pas. Il était en conférence de presse, qui avait commencé à 9h pile. À 9h07, la nouvelle tombe que la ministre des Finances démissionne. C'est tremblement de terre, littéralement. Là. C'était un coup de tonnerre incroyable. Tous les médias toute la journée. Elle va dire, M. Sean Fraser est passé dans le tordeur, là, oublie ça, c'était plus grave, sa démission. Là. Ce qui était grave, c'était la démission de la... Et ce qui était un peu plus grave, c'est la façon dont on lisait la lettre. La lettre était un peu plus claire pour les raisons pour lesquelles elle démissionnait. Puis une d'entre elles, c'était que elle a qualifié ça de gamique. Tu sais, quand en français, dans un bon français québécois, on dit hey, méchante gamique, ta patente-là, tu sais. On s'exprime comme ça en disant le mot gamique. Mais le mot gamique, c'est un mot anglais qui veut dire fioriture, ou en tout cas des choses non nécessaires, une traduction libre, là, comme ça. Là. Donc, elle faisait référence aux 250 $ puis à la taxe, le congé de taxe sur la TPS. Elle n'en voulait pas. Et les disparités d'opinion entre elle et le premier ministre sont venues à l'effet qu'elle était obligée de présenter son budget. C'est pas le budget de M. Trudeau, pas le budget de n'importe qui, c'est son budget. C'est sa responsabilité ministérielle de s'assurer que le budget respecte ce qu'elle-même s'était donné comme balise. Mais de la façon dont ils ont mis tellement de programmes en place, le coût de ces programmes-là explose littéralement. Ils ont sous-estimé ça. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec un déficit de 62 milliards de dollars, 22 milliards de plus que ce qu'il avait estimé. Écoute, si n'importe quel gestionnaire de n'importe quel en privé arrivait avec un déficit de 50% plus élevé que ce qu'il avait prévu au début de l'année, il se remet dehors. Pas compliqué, là. Puis là, ça fait pas après année, ça fait 9 ans que c'est de même. Ça fait 9 ans qu'ils dépassent leur déficit. Oui, mais la révision, et c'était le 16 décembre à 4 heures, à 16 heures. Pourquoi qu'elle n'a pas parlé avant? Parce que là, tu veux dire... la révision de Mme Freeland était le 16 décembre. Et là, il semblerait que ce soit vendredi que M. Trudeau ait demandé à Mme Freeland de laisser sa place pour un autre. C'est ça. Ben, elle a réfléchi durant toute la fin de semaine, là, ce que j'espère M. Trudeau est en train de faire également, là. Mais elle a réfléchi durant toute la fin de semaine, puis il lui avait offert un autre poste qu'elle voulait pas absolument. C'était un ministère, pas de budget, ça donne rien. Là. Donc, à chaque fois que M. Trudeau se retrouve avec une femme de tête en avant de lui, puis que ça ne fait pas son affaire, il la met dehors. Il a fait la même chose avec des hommes. Tu vas me dire, mais c'est pas la première fois. Ça fait au moins 4 femmes qui met dehors des gens de son caucus, des gens très importants dans son ministère, dans ses ministres, qui met carrément, qui rejettent ces gens-là parce c'est des femmes fortes, puis il n'est pas capable de gérer ça. La réalité, c'est que Mme Freeland aurait pris des décisions différentes durant le courant de l'année qui auraient fait qu'on ne serait pas retrouvé avec un déficit de 62 milliards. Et ça, on parle du déficit de 23-24. Là, on est dans l'année 24-25. On est déjà dépassé au moment où on se parle le déficit qu'ils avaient dit qu'on ferait en 2025, on est juste au mois de novembre. 10 milliards de plus. Ça fait qu'on est déjà 10 milliards de plus. On peut s'imaginer qu'on va dépasser les 60 milliards de déficit encore cette année. Donc, c'est totalement inacceptable pour l'ensemble de la population canadienne d'avoir des gestionnaires qui sont pas capables de gérer le pays et les finances du pays. Donc là, M. Leblanc, en passant, là, qui vient de... Pas un économiste, ça, là. Il vient de prendre la job du... Savez-vous pourquoi il a pris la job de ministre des Finances? Il n'y en avait pas d'autres qui en voulaient la job. Comprenez-vous? Puis on peut pas, j'apprenais qu'on peut pas vivre sans ministre des Finances. Non. Ça prend absolument. C'est pour ça qu'il a été nommé à 4 heures de l'après-midi. Ben oui, puis après que M. Champagne a dit non, parce que dans la hiérarchie, normalement, c'est
Le ministre des Finances est remplacé par le ministre de l'Innovation. Après ça, le ministre des Services sociaux. Puis là, ben, Champagne a dit non. Randy Boissonneau n'est même plus ministre parce qu'il s'est fait passer pour une Première Nation qui ne l'est même pas. Il a perdu son job de ministre. Après que nous, on l'a dévoilé ça. Après ça, ça devenait... laquelle ministre, je me souviens plus, mais tout ça pour dire qu'il y a eu comme 4 ministres des Finances dans la même journée, là, qui ont démissionné. Bernard, maintenant, on va faire une pause de quelques secondes. Ouais. Puis, au retour, on va demander à notre député, c'est quoi la prorogation, parce que M. Trudeau pourrait proroger, je le dis bien, yeah. le gouvernement, la Chambre des communes. Ouais. Alors, M. Généreux va nous expliquer exactement ce qu'il y en est et les enjeux de tout ça. On s'arrête quelques instants. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. On revient avec notre invité, Bernard Généreux, député fédéral de notre comté. Bernard, on parle beaucoup de prorogation, que M. Trudeau, peut démissionner, peut aller en élection, peut proroger le gouvernement. Expliquez-nous exactement, qu'est-ce que c'est que de proroger le gouvernement? Une prorogation est une ligne qu'on trace dans le sable, si je peux m'exprimer comme ça pour faire une image, c'est-à-dire que tout ce qui est sur la table, en termes de projet de loi, de motion, de tout ce que vous voudrez qui est sur la table, c'est-à-dire le parquet de la Chambre des communes tombe. Même ce qui est rendu au Sénat. Puis je vais vous donner l'exemple, le Bloc québécois a mis cet automne une menace là, à exécution là, auprès du gouvernement en disant si vous n'acceptez pas de passer 282 avant le 1er novembre, je me souviens de ça, là, puis on va voter contre le gouvernement. 282 est rendu, c'est la gestion de l'offre. Il est rendu au Sénat, il est à l'étude au Sénat. Donc, s'il y avait prorogation, tous les projets de loi tombent. Donc, il n'y a plus rien qui existe. Il faut recommencer à zéro. On recommence une nouvelle session lors que le gouvernement appelle une nouvelle session. Donc, ça aussi, ça veut vouloir dire aussi que le premier ministre se donne un délai pour être capable de reformer un conseil des ministres, de faire un nouveau discours du trône. Et là, on s'entend qu'une prorogation à ce moment-ci, à 10 mois des élections, parce que la prochaine élection va avoir lieu en octobre prochain. Il y a une date déjà de fixée. D'ailleurs, il y avait un projet de loi pour changer la date. Des élections aux 4 ans, là. D'ailleurs, oui. Puis d'ailleurs, il y a il y a un projet de loi libéral NPD pour changer la date, la repousser d'une semaine pour permettre à 70 députés d'avoir droit à une pension. Ce projet de loi tomberait également, parce qu'il est à l'étude. Il n'est pas accepté encore. D'ailleurs, on a dit qu'on allait voter contre. Tout ça tomberait. Donc, ça permettrait de faire un discours du trône. Le problème avec une prorogation à ce moment-ci, c'est qu'on a un nouveau président qui entre en force le 20 janvier prochain. Donc, si le premier ministre proroge la Chambre des communes puis que le président américain décidait de mettre en action 25 de tarifs sur l'ensemble de tout ce qui rentre aux États-Unis, le Parlement devra être appelé parce qu'on devra prendre des actions puis devront être soumises au Parlement. Donc, inévitablement, le timing est très mauvais. Ensuite, on se retrouve au moment où on se parle dans un très, très mauvais timing pour tout ce qui arrive au gouvernement actuellement. M. Trudeau est responsable de ce qui est en train de lui arriver, puis il est responsable, normalement, envers les Canadiens, de dire on devrait avoir une élection avant le 20 janvier. C'est épouvantable. On ne peut pas penser qu'il peut y avoir une campagne électorale dans le temps des fêtes. Il y en a déjà eu. Il y a déjà eu absolument, il y a déjà eu. On a déjà eu une élection le 11 janvier. Donc, inévitablement, il y a une campagne électorale durant le temps des fêtes. C'est avec Harper en 2006, si je ne m'abuse. 2006 ou 2008. Je ne me souviens pas exactement la date, mais il y a déjà eu des campagnes durant le... C'est pas grave, le temps des fêtes. Ça permet de voir du monde puis d'aller célébrer avec les gens. C'est pas un problème. Les gens sont de bonne humeur. Mais la réalité, c'est que on est dans une situation inédite au Canada actuellement. Le gouvernement est dans une faiblesse incroyable, une position de faiblesse incroyable qui fait en sorte que le premier ministre, quel que soit le chemin qu'il va le prendre, soit démissionner, proroger avec une démission, quel que soit aussi demeure au pouvoir, Monsieur Trump rit déjà de lui, il rit des Canadiens en même temps, en nous traitant de 51e État des États-Unis. Il met une pression indue et incroyable sur... Il n'aime pas M. Trudeau, en passant. Il n'aimait pas Mme Freeland non plus. Non, on est dans une situation vraiment inédite, puis ça nous met à risque de façon incroyable. Et ça, c'est la responsabilité de M. Trudeau. Nous, ce qu'on dit depuis des mois, d'ailleurs, il a attendu bien trop longtemps. Un gouvernement minoritaire, normalement, ça dure 1 an et demi, 2 ans. Là, on est rendu à 3 ans et demi. On va arriver à 4 ans au mois d'octobre. C'est trop long, ça peut pas fonctionner. Puis là, la Jack Meeting là-dedans, lui, il se pète les bretelles en disant qu'il fait bouger les gouvernements, puis qu'il a fait faire ci, il a fait faire ça. Mais il dit d'un bord,
faut qu'il démissionne, puis de l'autre bord, il vote avec. Alors, sincèrement, il n'y a rien à comprendre. Le NPD n'a pas d'argent, puis ils ont de la misère à trouver des candidats pour la prochaine élection. Ça fait que les libéraux vont avoir de la misère aussi avec. Ils sont tous les deux dans la cave d'un sondage. Là. Écoutez, on vient de gagner un comté en Colombie-Britannique avec 50 de plus de votes que les deux autres. Puis le NPD est en troisième position, puis M. Singh essaie de nous faire croire qu'il va être premier ministre à la prochaine élection. Voyons, ça fait pas de sens. Là. Et même depuis que Mme Freeland est partie... on va monter à 50 dans les sondages bientôt. Là. Ça, c'est incroyable. Là. Concrètement, là, on est aujourd'hui le 19 décembre. Oui. Concrètement, il va se passer quoi, là? Parce que là, il faut qu'il se passe de quoi. En fait... parce que ce qu'on disait hier, il me semble que c'est sur Radio-Canada qui disait que M. Trudeau a 5 choix. Oui. Et là, mais quel que soit son choix... Quand ces choix-là? Mais quel que soit son choix, je vous dirais, j'aurais presque le goût de dire que le moins pire, ce serait qu'il reste là, puis que le NPD décide de tirer à la plug au mois de mars. Parce que M. Singh aura finalement sa pension, là, parce qu'il va l'avoir le 25 février, droit à sa pension, lui. Alors, puis son collègue là, dans la Chambre des communes, j'oublie son nom, en tout cas, il est allé dire avant-hier que il pourrait tirer la plug là, quelque part fin février, début mars, qui correspond exactement au moment où M. Singh va avoir sa pension. Alors, puis là, il essaye de pédaler, il essaye de reculer, puis mettre rétro-pédaler, puis mettre la pâte dans le tube. Là, il dit, non, il n'a pas dit ça, c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est de la bouillie pour les chats. Quand on pense à ça, Bernard, c'est épouvantable d'entendre ça. Écoutez... C'est une situation, ça prend un chef qui va être fort, un gouvernement qui va être fort. Là, on est dans un gouvernement minoritaire. M. Trudeau, je suis obligé de le dire, là, Singh le tient par les couilles depuis 2 ans. Puis là, il a déchiré son entente au mois de septembre. Puis non, on ne fait plus confiance au gouvernement-là, mais il vote avec pareil. On leur a donné 3 chances cet automne de les mettre dehors, puis il n'a pas voulu le faire. En tout cas, moi, je regarde mon sang-froid, parce que je pourrais dire des choses que je vais regretter un jour, mais ça n'a aucun sens ce qui se passe à Ottawa. Là. Je vais vous le dire, là, plus vite il va y avoir des élections, mieux ça va être pour les Canadiens. Pas pour les conservateurs, pour les Canadiens. Il faut qu'on change ce gouvernement-là, ça presse. Selon vous, on s'en va où avec tout ça, là? Parce que là, vous l'avez dit, M. Trump arrive au pouvoir, il va être assermenté le 20 janvier prochain. J'ai hâte de voir le 21 ce qui va se passer, mais oui, il pourrait... Moi, j'anticipe qu'il va mettre les tarifs de 25 Puis oui, mais il y a quand même des mesures, parce que dans le Journal de Québec ce matin, on parlait là que... On peut faire des contre-mesures. C'est sûr que nous aussi, parce que c'est pas à l'avantage de personne. La réalité, là, nos économies, tous les deux, sont intégrées dans beaucoup de secteurs. L'aluminium, l'automobile. C'est que c'est pas plus avantageux que les États-Unis. Non, là. Absolument pas. C'est ça que je dis. On est intégrés. C'est pas, les Américains vont payer plus cher pour leurs produits. Si on leur met aussi des frais de 25 sur ce qu'on nous on exporte, c'est sûr et certain. Mais ça peut nous mener à quoi, ça, Bernard? Ben, ça va mener, on appelle ça une guerre. On appelle ça une guerre commerciale. Ça va nous amener en récession. Puis il y a 2 millions d'emplois au Canada qui sont susceptibles d'être disparaître à cause de ça. Saviez-vous qu'il y a 1,5 trilliard d'investissements qui sont partis aux États-Unis dans les dernières années? Les gens ne sont pas venus investir au Canada, les entreprises, parce que les normes environnementales sont tellement élevées, la taxe sur le carbone, on se tire dans le pied à tous les jours au Canada depuis que Trudeau est là. Et ça fait en sorte que le PIB, le produit intérieur brut de chaque individu au Canada est 25 moins élevé qu'aux États-Unis depuis les 5 dernières années. Le dollar a plongé, on est en bas de 70 cents actuellement. Tous les indicateurs, puis on le dit depuis 2 ans, nous autres, tous les indicateurs, tandis que la ministre des Finances se disait, non, par rapport aux autres du G7, on a moins de dettes, on va bien, il n'y a pas de problème, la vie est belle, on se compare au pire depuis des années. Parce que alors, je vais pas les nerfs, là, ça continue, je te le dis, là. C'est épouvantable. Prenez un petit gorgée d'eau. Je te le dis. Bernard, hier, la bourse de New York qui a plongé aussi, c'est pas plus drôle aux États-Unis. Absolument pas. C'est pas à l'avantage de personne. Mais M. Trump a décidé que sa tête de Turc, c'était M. Trudeau, puis il ne voulait plus le voir là parce qu'il est un premier ministre woke, puis écoute, il connaît rien dans l'économie. Il n'a jamais géré une scène de sa vie, ce gars-là. Comprenez-vous ça, là? C'est millionnaire par-dessus millionnaire depuis qu'il est né. Il n'a jamais géré une scène. Alors, lui, dépenser de l'argent, là, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a un fonds souverain à lui-même, là. Je veux dire, il y a de l'argent, ça y sort par les oreilles, là. Bon.
Ça vient de sa famille, de son grand-père, qui était dans le pétrole en passant. Donc, c'est pas un problème de l'argent pour lui. Il comprend pas c'est quoi la réalité de ce que monsieur, madame, tout le monde vit à tous les jours. Bernard, c'est fort probable qu'on va avoir un gouvernement, qu'on aurait, je veux dire au conditionnel, pardon, un gouvernement conservateur, février, mars, avril, on ne sait pas trop, là. Vous avez 62 milliards de déficit sur le dos, une dette qui dépasse les 1000 milliards. Vous allez faire quoi avec ça? Écoute, M. Poilievre parle sur le bout des lèvres, il n'ose pas dire, mais j'ai l'impression qu'il faut s'attendre à des... Prenez le temps d'écouter, là, je vais te corriger, là. Prenez le temps d'écouter véritablement ce que M. Poilievre dit, nonobstant le fait que les gens, il y a plusieurs Québécois qui ne l'aiment pas, il est trop ci, il est trop ça, tata. À chaque année, moi, c'est mon 5e premier ministre, 4e premier ministre, là. Ou en fait, 4e chef, là. On a toujours dit la même affaire des chefs, on disait la même affaire d'Harper. Harper, il avait prédit ce qui est arrivé aujourd'hui, là. Il avait prédit, allez voir les vidéos de l'époque, il avait dit, on fait 2, 3 petits déficits vraiment. J'ai dit, regardez bien ce qui va arriver. Il va faire des déficits monstres, c'est exactement ce qu'il fait. Monsieur Harper, c'était un gestionnaire, c'était un économiste, il savait de quoi il parlait. Monsieur Trudeau n'a aucune idée. Monsieur Poilievre a les compétences pour être capable de ramener le pays à l'équilibre budgétaire, mais ça va prendre des décisions qui vont être extrêmement difficiles. Et malheureusement, là, c'est... On s'attend à des décisions... Écoute, on n'aura pas le choix. Que voulez-vous qu'on fasse? On peut pas se payer des affaires qu'on n'a pas les moyens de se payer. On peut pas mettre des affaires sur la carte de crédit. Faites-vous ça, vous autres, dans votre famille. D'aller mettre des affaires sur la carte de crédit. Pas grave, on paiera ça plus tard. On paye des intérêts. On paye 55 milliards de dollars d'intérêts actuellement sur notre dette. 55 milliards de dollars par année. Ça, c'est plus d'argent qu'on envoie dans les provinces pour la santé. On arrache dans la santé au Québec, on arrache dans la santé partout au Canada. On prend cet argent-là pour on donne ça aux banques. Parce qu'on est rendu à 1 trillion 300 milliards de déficit. En quelques secondes, est-ce que le gouvernement conservateur, un gouvernement conservateur serait capable de ramener ça? Il va falloir, on n'aura pas le choix. Ça va être difficile. Vous parliez de récession tantôt, ça peut plonger le pays. Qui a sorti le pays de la récession en 2008-2009? C'est pas M. Harper. On l'a fait en revenant à l'équilibre budgétaire. On va arrêter. Là, le gouvernement est rendu d'une grosseur, là. C'est comme un gros paquebot qui a de la misère à se virer de même, là. Tout le monde va perdre le job, là, je peux te le dire, là, inévitablement. On va dégraisser l'appareil gouvernemental, on va enlever les taxes, les impôts, on va diminuer ça, on va remettre l'argent dans les poches du monde pour qu'eux autres prennent des décisions pour eux-mêmes et non pas d'aller engraisser, puis avec l'aide du Bloc en passant, d'aller engraisser le gouvernement fédéral. Je vous arrête, il reste quelques secondes pour... Il n'y a plus d'eau. Je vais vous en trouver. Il vous reste quelques secondes pour vous adresser aux gens. Oui, bien écoutez, malgré tout ça, on a un beau pays, mais il faut en prendre soin. Et puis, sincèrement, on a beaucoup de travail à faire en espérant qu'un gouvernement Poilievre va régler ça dans les plus brefs délais puis qu'on va aller dans l'élection. Mais en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très, très joyeuses fêtes. Sachez que le partage et le don de soi est la plus grande chose qu'on peut faire durant le temps des fêtes. Alors, partagez votre bonheur, votre amour, votre argent si vous en avez, mais soyez généreux avec tout le monde. Merci Bernard.